est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que la finance aujourd'hui est en grande partie responsable du réchauffement climatique? En quoi est-ce que c'est clé, ces questions-là? La finance, elle est partout. La finance au sens très large, on pense souvent aux banques, mais il y a aussi les sociétés d'investissement et il y a aussi les sociétés d'assurance. Ce bâtiment, il a été assuré avant de pouvoir être financé. Et donc, aujourd'hui, le monde réel, il est façonné par les acteurs financiers. Et bien entendu, du coup, une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans redirection de tous les services financiers d'un modèle carboné à un modèle décarboné. Et c'est malin de s'attaquer à la finance parce qu'on est dans un contexte d'urgence climatique. On n'a que 9 ans aujourd'hui pour radicalement changer la manière dont on consomme et on produit de l'énergie pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et on a des milliers d'infrastructures déjà en opération qu'il va falloir fermer. Et dont il va falloir anticiper la fermeture pour pouvoir accompagner les salariés dans cette transition-là. Et on a aussi des milliers de projets qui sont aujourd'hui sur la table et qu'il faut empêcher de se développer. Et on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources pour s'attaquer à tous ces projets, soit en développement, soit déjà en opération, un par un. Et finalement, quand on gratte, on va se rendre compte que tous ces projets-là, on va retrouver tout le temps, plus ou moins, les mêmes grandes banques au niveau international, et notamment nos banques françaises, puisqu'en France, on a le 4e secteur bancaire le plus important au monde. Donc et le premier en Europe, et le premier secteur le plus investisseur dans les énergies fossiles en Europe. Tout à fait. Ça, c'était le chouette palmarès des banques françaises en 2020. On pourra y revenir. Et donc, ce que font BNP, Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis comptent pour la transition énergétique au niveau international. Et on va retrouver la même chose du côté des assurances. Le secteur de l'assurance, c'est un secteur extrêmement concentré et très peu d'assureurs au niveau international sont en capacité d'assurer les entreprises des énergies fossiles et leurs projets, que ce soit des plateformes pétrolières, des centrales à charbon ou autres. Et parmi les 15 plus gros assureurs des énergies fossiles, on va retrouver AXA. Et comme les assureurs assurent des choses très risquées, des fois ils ont besoin de réassureurs. Et on a également en France un des réassureurs les plus importants au monde qui s'appelle SCOR. Et vice-versa, inversement, côté gestion d'actifs, on va également avoir Amundi, qui va être un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde, qui est dans le top 10 des plus gros investisseurs, alors que les 9 autres sont tous américains. Donc voilà, s'attaquer à la finance française, c'est du bon sens lorsqu'on est engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et alors justement, vous parliez du politique. Qu'est-ce que peut faire le politique là-dedans? Il faut d'abord revenir peut-être sur le b.a.-ba, qui serait totalement insuffisant, mais qui serait déjà une première étape, c'est faire preuve de transparence, imposer la transparence par les acteurs financiers sur la réalité de leurs pratiques, qu'ils publient, non pas leurs données sur leur financement aux énergies renouvelables, ça ils le font, mais qu'ils publient granulairement les financements, les couvertures d'assurance, les investissements qu'ils ont à Total, à Shell, à BP, etc. Ça, il faut aller vers ça. Absolument, pour permettre aussi à tout à chacun de faire son avis et de prendre ses clics et ses claques et d'aller voir s'il n'y a pas une banque plus verte ailleurs. Malheureusement, ces mesures de transparence, elles sont proposées tous les ans dans le projet de loi des finances par des députés. Elles ont été reproposées par la Convention citoyenne pour le climat. On l'a bien vu, elles ont été balayées et elles sont tous les ans balayées. De la même manière que la loi sur la transaction financière pour laquelle se bat Pierre Laroutourou est systématiquement balayée au niveau français et que la France ne pousse pas du tout pour une régulation à ce niveau-là. Après, nous, on a une position qui est beaucoup plus stricte. En fait, on considère qu'il faudrait interdire, tout simplement, les acteurs financiers privés à financer, à soutenir telle ou telle activité. Point. On interdit bien certains pesticides ou certains moteurs pour l'industrie automobile, etc. Donc pourquoi, en fait, on n'aurait pas la même approche pour le secteur financier ? Et le politique, c'est le monde des possibles, donc en fait, on pousse pour ces mesures-là, même si, bien entendu, on pousse pour un changement de paradigme tel qu'on n'est pas prêt de l'obtenir, mais en tout cas, ça fait partie de nos demandes. Et elles ne sont pas aberrantes, encore moins, elles n'étaient pas aberrantes hier, lorsque les scientifiques étaient très clairs sur le fait qu'il fallait laisser les réserves d'énergie fossile dans le sol, et donc il est inadmissible aujourd'hui que nos banques continuent de financer
l'ouverture de nouveaux projets pétroliers et gaziers, mais elles sont encore moins aberrantes aujourd'hui, alors que même l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a publié un rapport, un scénario climat pour l'atteinte de la neutralité carbone, et l'AIE, qui était pourtant le premier défenseur... comme une agence révolutionnaire sur les questions climatiques. Du tout, l'AIE, c'est quand même une agence qui a toujours défendu les énergies fossiles, l'augmentation de la production énergétique, l'ouverture de nouvelles réserves, et là, dans son scénario pour l'atteinte de la neutralité carbone, l'AIE dit de manière ultra limpide, il faut arrêter tout nouveau projet pétrolier et gazier. Donc en fait, aujourd'hui, on pourrait mettre les banques hors la loi lorsque Crédit Agricole, qui a versé 7 milliards d'euros à Total depuis que depuis la COP 21, depuis l'adoption de l'accord de Paris, eh ben on pourrait considérer que ces financements-là sont illégaux tant que Total s'entête dans sa stratégie de croissance de sa production d'hydrocarbures. Donc ça passerait par quoi? Par des sanctions financières? Ça pourrait passer par des sanctions financières, ça pourrait passer par une interdiction toute bête déjà, mais les sanctions financières, elles sont intéressantes et on les pousse notamment pour les politiques adoptées par sur le secteur du charbon. Parce qu'il faut revenir à ce qui s'est passé. Il y a eu une pression qui a été mise, il y a eu une pression, il faut reconnaître, il y a eu une pression de la part de Bercy et des ONG et des régulateurs sur les acteurs financiers privés ces 2 dernières années pour qu'ils adoptent des politiques de sortie du secteur du charbon. Et ça, c'est notamment à partir de 2018 où Bruno Le Maire, au Climate Finance Day, Bruno Le Maire a fait semblant de découvrir le problème des banques françaises qui finalement n'auraient pas arrêté de soutenir le secteur du charbon comme elles le disent depuis la COP 21. Et donc Bruno Le Maire, obligé de réagir par la publication d'un rapport d'Oxfam et des Amis de la Terre, en amont de cette grande messe médiatique de la finance verte, eh bien, est obligé de dire c'est inadmissible, je vous demande à tous d'arrêter le charbon immédiatement, sinon je vais vous y contraindre. Ça, c'était intéressant, je vais vous y contraindre. Bon, bien entendu, Bruno Le Maire est vite revenu sur sa promesse de contrainte. Et aujourd'hui, on voit bien, 2 ans après, il y a eu un autre Climate Finance Day où Bruno Le Maire a tout dit. On voit qu'il a tout compris. Il reconnaît que certains ont fait des efforts, mais il dit les politiques sont lacunaires, ne sont pas appliquées de manière homogène à toutes les activités, certains n'ont vraiment pas du tout joué le jeu, mais il n'y a aucune menace de sanction. Aucune menace de sanction, alors que là, on pourrait penser que tous les acteurs qui n'ont pas donné suite à cette demande-là et qui pourtant publiquement peuvent dire « moi je suis sorti du charbon », soient pénalisés par une amende sur leur chiffre d'affaires, par exemple, proportionnelle liée à un pourcentage de leur chiffre d'affaires. On pourrait penser aussi à des régulations par l'AMF sur les publicités mensongères de certains acteurs financiers qui prétendent qu'investir dans tel ou tel fonds, on sauve le monde, on est acteur de la transition énergétique, etc., sans preuve possible de ce propos-là. Bon, là, on pourrait penser également une régulation et une sanction à ce niveau-là. Après, il y a plein de choses qui sont possibles au niveau des politiques prudentielles pour obliger, j'en parlais tout à l'heure, pour obliger les banques à avoir plus de fonds propres pour pouvoir se couvrir des risques liés aux actifs dans leur portefeuille, des actifs qui demain pourraient totalement perdre leur valeur s'il y avait des vraies régulations pour une transition sur une trajectoire 1,5 degré. Et donc là, on les obligerait à avoir beaucoup plus de fonds propres et donc bien entendu, ça les dissuaderait de continuer de financer des énergies fossiles si à chaque fois qu'ils financent des énergies fossiles, ils sont obligés de mettre beaucoup plus d'argent de côté. Et enfin, on peut également penser aux banques centrales qui sont vraiment venues à l'aide de l'économie pendant la crise du Covid, mais qui le font de manière totalement aveugle. Encore une fois, appel à une relance verte, et dans le même temps, la BCE a acheté pour des milliers d'actions, et sans aucune condition environnementale, et de facto, son programme de rachat d'actifs, son programme de refinancement bénéficie aux entreprises les plus polluantes. Qu'est-ce qu'une personne comme ça qui nous écoute peut faire à son échelle déjà pour que son argent n'aille pas financer des projets ultra polluants ou justement des projets d'investissement dans les énergies fossiles? On a plein d'alternatives aujourd'hui qui se développent, c'est assez passionnant. Il y a des néobanques qui se développent, notamment Helios, qui promet un modèle de financement sans énergie fossile. On a également des acteurs historiques, comme Crédit Coopératif, qui est quand même de très loin bien meilleur que les BNP, enfin on peut même pas les comparer. On a aussi donc cette possibilité de mettre son argent sur un compte courant. La NEF, j'y allais pour l'épargne.
Parce que pour les comptes courants, du coup, il y a Helios, il y a le crédit coopératif. Dans une certaine mesure, il y aurait même la banque postale. Pour l'épargne, il y a la possibilité de contribuer au développement de projets sociaux, culturels, bons pour l'environnement, en mettant son argent sur les comptes à terme de la nef. La nef ne fait que de l'épargne, mais ces livrets sont excellents. Et puis après, pour ceux qui veulent jouer, qui veulent aller plus loin et investir directement en fait dans des projets dans lesquels ils croient, qui sont bons pour les territoires, des projets non seulement de défense de l'environnement, mais aussi qui luttent contre l'exclusion sociale, etc. Eh bien, il est possible de les trouver sur la plateforme Rift. Où il y a énormément de choses. Sur lita.co. Lita, pardon. Rift, c'est pour... voilà, d'abord, on fait le constat, et après, on va chez Lita, et là, on peut... Rift, c'est pour scanner son livret d'épargne et comprendre quel impact il a, et ensuite lita.co pour investir sur des projets. C'est la prise de conscience, et après, c'est l'action. Et donc, oui, voilà, sur Lita, il y a plein de choses. Vous pouvez notamment mettre votre argent à énergie partagée pour soutenir le développement d'énergies renouvelables citoyennes, c'est important, en France. Donc ça, il y a toutes ces choses-là qui sont disponibles dès maintenant. Par contre, il faut être très très clair, ça ne va pas suffire. Bien sûr. Être l'écolo parfait le dimanche, c'est très bien. Il faut le faire. Ça inspire d'autres personnes à côté. Ça a un impact quand même. Ça envoie des signaux très très forts aux acteurs mainstream du marché sur le fait qu'ils doivent changer. Par contre, toujours avoir en tête, contexte d'urgence climatique, ceux qui font la transition et qui vont décider ou non de notre capacité à tenir l'objectif 1,5 degré ou même 2 degrés, ce sont les grosses institutions financières. Ce sont les BNP, c'est les Amundi, c'est les AXA. Et donc là, il faut soutenir des associations qui se battent au jour le jour sur ces sujets-là. Reclaim Finance, les Amis de la Terre. Il faut soutenir les médias qui en parlent, comme Blast. Il faut également... et soutenir, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être à la fois... devenir bénévole. Devenir bénévole. On recherche beaucoup de bénévoles. Alors, c'est pas toujours très drôle, notre travail, mais on recherche des bénévoles. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et nous soutenir lorsqu'on diffuse de l'information ou signer une pétition. Ça compte, ces choses-là. On pense que c'est un peu usité comme mode de mobilisation, mais les pétitions, ça reste des modes d'action intéressants. Et puis, bien entendu, soutenir les mobilisations citoyennes. Alors là, c'est pas chez Reclaim Finance que ça se passe. Mais c'est chez d'autres associations qui sont affiliées aux Amis de la Terre, comme Reclaim Finance. Rejoignez Alternativa, rejoignez ANV COP21 et participez aussi à la désobéissance civile, qui est une stratégie extrêmement complémentaire à tout le travail qu'on peut mener à Reclaim Finance et sans laquelle on ne pourrait pas avancer.